Ça doit faire plus d'une quinzaine d'années que je fais de la production dans plein de styles différents, la pop, le rock, la chanson, la musique d'ambiance, les jingles, des instrus rap, hip-hop. Et je vais te donner le max de tips en un minimum de temps. Après, tu fais tes courses, c'est comme tout, il y a des choses qui vont résonner avec toi, d'autres choses qui vont pas résonner avec toi, mais on va essayer d'être concis au maximum, de faire du gros watch time pour que YouTube nous fasse décoller cette vidéo. Et t'oublie pas le pouce, labo, tout ça. Astuce numéro 1, c'est probablement la plus importante, investis dans des banques de sons de qualité. Trouve-toi des banques de sons de qualité. On s'en contrecarre le steak de tous les plugins de mix, ça ne sert à rien si ta source en l'état n'est pas bonne. Plutôt que de te pignoler sur le dernier compresseur à la mode ou la dernière version d'Ozone, pense d'abord à investir dans de bonnes banques de sons, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc après, c'est bon son de batterie, bon son de cordes, bon son de synthé, peu importe, ce qui correspond à ta pratique, mais c'est vraiment ça qui va faire la différence, puisque tout part de la source. Alors, le deuxième truc, c'est évite les sons cheap, c'est-à-dire guitare en carton, prise de son toute pérave, truc fait à la va-vite, à l'arrache. Tout ça, ça va simplement te prendre la tête ensuite, alors que tu pourrais résoudre le problème en amont, juste en étant un tout petit peu plus consciencieux, en prenant le temps de faire ta prise de son correctement, en utilisant les bons outils. Je te dis pas d'investir dans 10 000 € de matos, il n'y a pas besoin. Juste avoir un bon instrument, une bonne interface, un micro correct ou un bon câble qui relie les deux. Voilà, c'est tout ce dont tu as besoin. Et ensuite, c'est simplement d'être un tout petit peu précis et de faire correctement les choses. Mais ne précipite pas, n'enregistre pas des sources tout cheap où il n'y a pas de gain, ça craque, ça buzz dans tous les sens. Tout ça, ça va se répercuter ensuite dans les phases dites de post-prod et compagnie, où tu vas te prendre le chou et au final, tu vas avoir envie que d'une chose, c'est refaire tes prises. Donc, essaie de les régler dès le début. Pareil, troisième truc, méfie-toi des micros, hein, l'acoustique d'une pièce ne pardonne pas tous les micros et tous les micros ne pardonnent pas toutes les pièces. Souvent, tu vas utiliser un micro, ça va être un truc style ça, cardioïde, type Neumann TLM102 et compagnie. C'est des très bons micros, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Mais disons que ce genre de micro-là risque de capturer un petit peu trop toute la pièce et vont pas rendre nécessairement un bon service pour ta musique. Le truc qui va vraiment t'aider, c'est d'utiliser un très bon micro dynamique. Voilà, RE20, bon, SM7, tout le monde l'utilise. Personnellement, j'aime pas utiliser les mêmes outils que tout le monde, mais pourquoi pas, c'est un bon micro aussi, ça fonctionne bien. Il suffit juste d'avoir une bonne interface ou un bon préampli pour coller ça au cul de ton micro et ça résout beaucoup de soucis. Donc méfie-toi du micro unique qui risque de poser plus de problèmes que de solutions. Et encore une fois, c'est pas qu'une question de budget. Tu trouves de très bons micros pour 300 €, il n'y a pas de souci. Dans un même ordre d'idée, quatrième astuce, est-ce que ta pièce est traitée ? Moi j'ai de la chance, j'ai pas trop besoin de la traiter parce qu'il y a du carpet partout, parce que la pièce est tellement petite, je peux presque toucher, donc en fait le bureau prend facile un tiers de toute la pièce, donc voilà. Si toi tu as la chance d'avoir un bon espace, il va falloir réfléchir sérieusement au traitement acoustique parce que ça va influer beaucoup de choses, notamment la prise de son dont on a parlé, mais aussi et surtout ce que tu vas faire avec tes enceintes. Utiliser des enceintes de monitoring c'est bien, mais le faire dans une pièce qui n'est pas traitée, ça ne sert à rien. Vaut mieux bosser au casque, tu auras peut-être sûrement moins de surprises quand tu vas écouter ça ailleurs. Des bonnes enceintes ne marchent que dans une bonne pièce. Ça ne sert à rien de sacrifier ton budget pour ça. Après, investis plutôt dans un bon casque de référence, un bon casque de mix, type Holo Audio, un HD 600, ce genre de bon casque, voilà. Les membres de la PM School ont moins 30% d'ailleurs chez Holo Audio. Mais ne mets pas de gros budget dans des enceintes si ta pièce n'est pas traitée, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et si t'as pas l'opportunité de mettre du budget pour traiter ta pièce, il y a plein d'astuces, les draps, les tapis, mettre des étagères, des bouquins, fais en sorte que en fait tu te retrouves pas dans une pièce toute nue, le son tu ne le vois pas mais il se balade partout, il tape, il rebondit et en fait traiter acoustiquement c'est juste atténuer voire casser tous les rebonds, tous les mouvements du son. Allez, cinquième, le plus important en mixage, c'est le volume. Donc tout ce qui est compression, tout ce qui est EQ, tout ce qui est delay, tout ce qui est reverb, tout ce qui est saturation, tout ce qui est mes couilles en ski, on s'en fout tant que t'as pas trouvé le bon volume. Et c'est vraiment très difficile. C'est le plus difficile, moi je trouve, de trouver la juste place de chaque élément en volume. Sachant en plus que si ta musique est cool, normalement elle est dynamique, donc les volumes évoluent, il y a du mouvement, c'est vivant. C'est ce qui fait à mon sens les caractéristiques d'une bonne musique. Mais donc il va falloir ajuster
booster en plus les volumes en cours de route. Dans tous les cas, faire une bonne balance, donc équilibrer toutes les pistes d'un mixage, c'est super compliqué et ça devrait être le focus absolu pour ta pratique avant même de penser à claquer un delay ou un compresseur. Ces outils-là ne sont pas très importants si tout le reste n'est pas bien maîtrisé. Pareil, pense à t'appliquer lors de tes prises de son, à trouver le juste volume, le bon gain, on va dire, pour tes prises. Si tu n'as pas assez de gain, ça va être très difficile de vraiment en capturer l'essence. Typiquement, si tu branches ta basse dans ton interface et que tu pousses pas assez le gain, bah, tu risques d'avoir un signal tout cheap, tout anémique, que tu vas rebooster derrière et en fait, ben, ça va être moins intéressant que si tu avais bien réglé ça dès le début. Une règle un petit peu absolue, moi je dirais, c'est de pas dépasser les moins 6 dB, quoi qu'il se passe. Donc ton pic maximum sur ta prise de son devrait être au maximum de moins 6 dB. Voilà, n'hésite pas à être même plus conservateur. Dans tous les cas, il faut absolument éviter l'effet inverse, c'est-à-dire que ça clip et que ça sature numériquement parce que tu pourras rien en faire et tu vas t'acharner, t'arracher les cheveux. Tout ça pour te rendre compte que ben, soit tu acceptes qu'il y a un énorme craquement, soit tu refais ta prise tout simplement. Allez, astuce suivante, n'aie pas peur aussi de booster les fréquences. On parle souvent d'équalisation soustractive, de penser à creuser des choses pour, bah, évidemment, laisser de la place aux éléments. Et c'est un très bon réflexe, bien sûr, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire ne rien booster, puisque ce qui va aussi faire l'essence d'une piste, bah, c'est trouver les bonnes fréquences là où il y a la zone intéressante, là où ça sonne intéressant dans le contexte du mix. Et évidemment, ça va être différent d'une piste à l'autre, et c'est à toi de trouver le juste équilibre entre creuser telle piste pour laisser de la place à l'autre et inversement. Voilà, c'est tout un petit jeu comme ça de vase communicant, mais dans tous les cas, il y a des choses à mettre en avant, il y a des choses qui sont soniquement intéressantes, qui sont flatteuses, donc il ne faut pas hésiter à booster aussi tes fréquences tout simplement. Mais fais-le dans la mesure du raisonnable, Jean-Pierre. Allez, autre astuce hyper importante, pense à muter tes pistes. Si tu es un bavard comme moi musicalement, bah, tu vas souvent te retrouver avec des arrangements qui au fur et à mesure deviennent confus, tout simplement parce que tu as eu beaucoup trop d'idées, que tu les laisses toutes tourner plus ou moins au même moment, tu te retrouves avec 3 mélodies, des contre-chants différents, des trucs de rythme, des machins d'arrangement, des mouvements, des effixes, du ear candy dans tous les sens. Tout ça pour te rendre compte que putain, je comprends plus trop ma musique. Petit coup de frein à main et puis mute au maximum pour retrouver l'essentiel et du coup te poser la question vraiment, est-ce que ce que j'ai mis là, c'est vraiment important ou pas? Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que chacune des pistes que j'ai enregistrées, que j'ai trouvées, chaque idée, amène vraiment une plus-value, amène vraiment quelque chose à l'identité du titre? Enregistrer des idées, mettre des idées juste pour mettre des idées, ça ne sert à rien. On n'oublie pas qu'on est au service d'une cause plus grande, une cause noble, c'est notre titre, c'est la musique sur laquelle on est en train de bosser. Et c'est parfois de faire un truc un peu contre-intuitif, c'est-à-dire de muter le maximum, retrouver l'essentiel, j'en sais rien, basse, batterie, vocale, tu vois, et puis après rajoute les éléments pour voir. Ça va en plus te donner des bonnes idées, ça va te faire du bien aux oreilles aussi de retrouver un truc un peu plus brut, un petit peu plus essentiel. Ça va te donner des directions auxquelles tu pensais plus parce qu'au moment, quand il y a trop de son dans les oreilles, ben, on comprend plus. Ça m'amène d'ailleurs à une autre astuce, pense à faire des pauses. C'est un peu le papa qui parle et je suis très bien placé parce que moi je fais pas assez de pauses aussi. On a vite fait de passer 3, 4, 5 heures, le casque sur les oreilles, à 3 heures du matin avec juste la lumière de l'écran, machin. Et en fait, tu as l'impression que tu es en train de faire un truc bien, tu es juste en train de surfatiguer ton cerveau, tes oreilles n'en peuvent plus, tu n'écoutes pas les signes, ce que tu entends, bah, tu n'entends pas clairement les choses. C'est pour ça que c'est comme sur l'autoroute, toutes les 2 heures, la pause s'impose. En tout cas, pense à faire un mini break, même 5 minutes, même juste aller pisser, même juste boire un café, sortir du contexte de la musique, faire autre chose pendant même 5 minutes, juste tac, dégainer ton jeu, dégainer ton TikTok favori, mais fais autre chose qui n'est pas dans la musique, qui n'est pas dans ta musique, d'autant plus apprécier un petit moment de silence pour revenir les oreilles un peu plus fraîches, revenir peut-être avec de nouvelles idées, revenir avec un regard un petit peu neuf. C'est hyper important de s'imposer ça et je pense que on va être raisonnable et voilà, s'arrêter 5-10 minutes toutes les 2 heures, ça va, c'est jouable, donc pourquoi pas mettre un timer. Évidemment, si tu es en plein moment de génie, le timer, tu lui dis fuck off, mais sinon, c'est important de faire des pauses. Quand tu fais des prises de son, notamment avec ce genre de micro, il y a ce qu'on appelle un effet de proximité, c'est-à-dire que le son, il n'est pas capté pareil, suivant que tu chantes comme ça,
ou que tu chantes comme ça. Évidemment, le micro ne va pas capter exactement les mêmes choses et ce qu'il va capter en termes de fréquence va être différent forcément. À de quelques exceptions près, par exemple avec un micro dynamique comme ça, tu annihiles un peu l'effet de proximité. C'est-à-dire que ce que tu vas enregistrer, ça va sonner à peu près pareil que tu l'enregistres comme ça ou tu l'enregistres comme ça, sachant qu'évidemment il y a des petites subtilités et évidemment le volume, on va dire, sera moins important, mais en termes de son, ce sera la même chose. Avec ce genre de micro-là, il faut se méfier. Et donc, il y a plusieurs manières peut-être d'atténuer ce fameux effet de proximité. Mais tu vois souvent, tu sais, les chanteuses... Ça, tu peux pas le faire en studio. Tu risques d'avoir un énorme différentiel au moment où tu envoies en termes de son. C'est pas juste en termes de volume parce que c'est plus fort, tu t'éloignes, du coup ça compense, c'est à peu près la même chose. Non, c'est vraiment là, en termes de grain de voix, du coup, il faut que tu trouves un truc pour pouvoir chanter en proximité du micro, ne pas modifier la distance que tu as mise dès le début, mais peut-être te décaler un tout petit peu sur le côté, tu vois, plutôt que de chanter pile dedans, tu peux chanter à côté, peut-être le mettre un tout petit peu en hauteur, voilà. Un peu plus haut, au niveau peut-être de ton nez par exemple, pour que ça puisse un tout petit peu passer à travers et éviter ce fameux effet de proximité, parce que mine de rien, ça c'est un truc sur lequel on a vite des surprises. Et encore une fois, je te le disais tout à l'heure, le micro dynamique règle quand même beaucoup de problèmes. C'est comme tout, on ne peut pas tout régler non plus et il n'y a pas un outil magique pour tout le monde. Moi, je sais que pour mon usage en tout cas, ça me sauve bien la donne. Pense à noter toutes tes idées. Alors je sais, c'est pompeux, mais un carnet, du papier, un téléphone, comme là je lis mes notes dessus. Tant les idées sont fugaces, hein, ça va, ça vient. Et au moment où tu as une idée, tu devrais la noter. Quel que soit ce que tu fais, on vit une activité qui est artistique, qui est créative, et donc les idées nourrissent notre projet, nous donne d'autres idées pour nos titres. Peut-être quand on réécoute, voilà, se dire ah merde ça, machin. Mais sauf que si tu le notes pas, il y a de grandes chances pour que tu oublies, que tu passes à autre chose. Et pareil, tu vas peut-être avoir en te baladant ou sous la douche ou que sais-je, avoir une idée pour ton projet. Ah tiens, je pourrais faire ça. Ah tiens, je viens d'avoir une idée de clip ou machin. Mais note-les. Juste note-les, comme ça tu ne perds pas tes idées, c'est vraiment essentiel, il faut capturer les idées quand elles arrivent, parce que les idées vont et viennent. Tu as eu une bonne idée la veille et tu ne t'en souviens plus et elle est perdue à jamais. Pense à te donner une deadline et à même te donner un timer. Essaie de créer de la musique rapidement. C'est quand même un des impondérables, notamment quand tu es professionnel. Tu as besoin de produire vite et bien parce que les deadlines sont très rapprochés, parce que tu as des emails la veille pour le lendemain. C'était encore mon cas la semaine dernière sur des trucs d'RTL où ils te donnent une semaine et puis il faut leur fournir plein de sons parce que machin, et ils attendent et tant que tu leur donnes pas, ils peuvent pas avancer. Et donc il y a quand même une certaine pression à produire de la musique pour tes clients ou même pour toi, si tu veux que ta musique elle soit terminée. Le fait de se mettre un petit cadre, typiquement un petit timer, tac, qu'est-ce que je suis capable de faire en 1 heure, qu'est-ce que je suis capable de faire en 2 heures avant ma petite pause par exemple, ça va te permettre de faire l'essentiel, de faire vraiment le gros travail du bûcheron et pas aller dans l'ébénisterie si tu veux. Tailler des arbres à la hache et pas pour faire de la marqueterie. L'idée c'est vraiment de dégrossir au maximum pour ne pas s'embourber dans des petits détails, parce que les petits détails certes sont importants mais sont importants dans un deuxième temps. Ce qui compte avant tout c'est de fixer notre idée le plus vite possible. Un autre truc qu'on peut faire quand on est un peu débutant, c'est de copier-coller ses pistes audio parce qu'on veut faire un genre de stéréo, on veut faire de la spatialisation, des trucs un peu hasardeux. Je suis retombé sur des très vieux projets que j'avais fait, je crois, en 2012 ou en 2011, et je me suis rendu compte que j'avais testé des trucs comme ça, mais en fait, si tu mets la même piste à gauche qu'à droite, ça te fait une piste mono au centre, donc ça ne sert à rien. Donc, plutôt que d'essayer de faire des trucs, te dire ah, je vais copier-coller, je vais mettre un effet dessus, un machin, ouais, ça me fait marchouiller. Mais le plus simple, c'est de refaire des prises, faut pas être feignant, faut pas hésiter à se faire des grosses sessions de prise de son, de prise de voix, et comme ça tu as de la matière, et derrière, comme tu as cette matière là, tu peux faire plein de trucs avec et c'est jamais réellement perdu. Vaut mieux passer 10 minutes de plus à faire des prises de son pour juste avoir cette matière là et ne pas revenir dessus et t'arracher les cheveux à essayer de trouver des astuces, des machins, un nouveau plugin magique qui va te permettre d'harmoniser toute une chorale à partir d'une seule piste. Bon non, peut-être qu'à un moment faut prendre un quart d'heure puis enregistrer toutes les pistes que tu veux, qu'il n'y a pas de truc magique en musique, encore moins en production. Typiquement les voix
voix pop actuelles, elles sont méga produites. Tu vas avoir une voix centrale, puis après tu vas avoir 2, 4, 6 voix sur les côtés pour gonfler le propos, sans parler des backings et compagnie. Inspire-toi de ça, quoi. Ne sois pas feignant de ton temps là-dessus. Ça te permet vraiment de gagner en qualité. C'est la même chose avec les prises de guitare. Si tu veux un mur du son, si tu veux un bon strumming acoustique et tout, bon bah tu te fais un gauche-droite, quoi. Tu vas pas essayer de tricher, quoi. Vaut mieux faire ça. Tu vas gagner en qualité au final et gagner en temps ensuite, même si tu as l'impression que ça te prend plus de temps quand tu le fais. Oublie pas que les basses, les fréquences basses, c'est le domaine un petit peu réservé de 2 éléments, du kick et de la basse. Tout le reste n'a pas vraiment sa place dedans. C'est pour ça que tu vas utiliser des filtres, des coupes bas, mais il faut être un petit peu raisonnable, parce que tu as des éléments qui ont besoin un tout petit peu d'une assise dans les graves, je sais pas, j'en sais rien, un piano, certains sons de guitare, certains sons de synthé, ils ont besoin d'un minimum d'être dans les graves. Mais d'une manière générale, il faut que tu te dises que ce qui se passe dans les graves reste dans les graves entre le kick et la basse. Et le reste va plutôt venir parasiter des choses. Donc tu peux peut-être jouer un peu sur la force de tes coupes bas, sur les pistes dont tu veux éliminer les graves, que sais-je, mais en tout cas garde ça en tête. Il va falloir faire des coupes, trouver ensuite le juste équilibre pour ne pas trop en couper non plus, mais n'empêche que ça va vraiment t'aider à gagner en clarté du mix, le fait de laisser beaucoup de place au kick et à la basse, et après tu ajustes. Justement, on parlait du kick bass, tes kicks, si tu veux, qui percent bien ton mixage, très souvent, ils ont 2 éléments assez constitutifs, c'est vraiment le kick, le grave du kick, mais également les aigus du kick. On ne pense pas assez aux aigus du kick, pourquoi pas layerer ton kick et lui utiliser 2 éléments qui chacun amènent une de ces caractéristiques-là. Et d'ailleurs, ce genre de choses, le layering, c'est quelque chose que tu peux utiliser pour une quantité quasi infinie de pistes et de situations. Ce qui est important, c'est à chaque fois, chaque layer, chaque couche que tu utilises doit amener quelque chose de précis. Et c'est pas juste j'ai claqué des sons ensemble et puis ça me donne un gros son, parce que tu risques ensuite d'avoir des conflits entre les sons plus des conflits dans ton mixage. Mais d'une manière générale, si tu veux que ton kick y perce un petit peu, il va falloir lui donner ces caractéristiques-là. Et puis bien sûr, après, tu as des trucs type la compression sidechain, etc. un petit peu sur la basse, justement pour que le kick reprenne le dessus sur une basse qui part tendance des fois à baver un peu et à être un petit peu trop présente. Une autre astuce, c'est de penser à modifier tes accords MIDI. Alors c'est d'autant plus le cas si tu utilises genre des MIDI packs et compagnie. Il va falloir un minimum rentrer dedans pour modifier des notes par moment. Tout simplement parce que si tu copies-colles sans arrêt les mêmes accords dans les mêmes positions, ça devient un peu chiant, un peu boring, quoi. Ce que tu peux faire quand par exemple tu as de nouvelles pistes qui s'ajoutent, plutôt que de jouer l'accord de la même manière, utilise des inversions, d'autres notes, de la richesse, même si tu restes dans la même harmonie. Ça amène une autre dimension, ça amène une autre couleur et surtout voilà, ça enrichit le son, t'amène d'autres harmoniques. Si tu veux, voilà, les harmoniques, c'est vraiment ce qui donne la richesse au son et à la musique, et c'est comme ça que tu vas embellir et c'est comme ça que tu vas susciter de l'intérêt et pas être trop chiant non plus. Autre astuce, ne pas oublier les éléments de transition entre tes parties. Ça, c'est souvent un gros impair que je vois de mon point de vue privilégié, parce que j'ai souvent des demandes pour avoir des retours sur des musiques au sein de la school et ailleurs. C'est le manque de transition, d'éléments qui amènent vers une autre partie. C'est vachement important, mine de rien, pour avoir une expérience, on va dire, fluide de la musique, faire en sorte que tout se tuile, les éléments les uns après les autres, donner du liant, un côté plus naturel, un côté, on a l'impression que c'est vraiment joué par des gens, plutôt que des blocs posés les uns à côté des autres, sans qu'il y ait vraiment ce petit coulis de framboise qui amène comme ça un peu plus d'homogénéité et qui fait passer ça comme un petit cachou bien bon. Autre astuce qui n'en est pas vraiment une, mais te rappeler que la théorie musicale, le solfège, c'est pas un ennemi, tout simplement parce que la théorie, ça t'explique comment la musique fonctionne et comment tu peux prétendre faire de la musique si tu ne sais pas comment la musique fonctionne. Évidemment, il y a plein de gens qui font de la musique, qui n'ont pas de bagage musical plus que ça et qui font de la très bonne musique, mais c'est important, je pense, d'avoir quand même un langage commun, c'est important de savoir de quoi on parle et c'est important d'avoir des références en tête, des référentiels,
pour pouvoir faire telle ou telle chose dans la musique. Et encore une fois, c'est juste avoir un petit mode d'emploi de « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne ». Les notes entre elles sur un clavier et toute la musique qu'on fait en Occident, elle vient de là, elle vient du piano en gros. Et donc comprendre comment les notes fonctionnent les unes avec les autres, comment les accords sont constitués, comment tu peux les emmener ailleurs, comment tu peux... tout ça, mine de rien, c'est ce qui va amener aussi une grosse richesse dans ta musique. On ne parle pas assez, je pense que je vais faire une vidéo dédiée là-dessus, des capacités de musiciens, des gens qui font de la MAO, de la production, parce qu'on est des musiciens avant tout, on n'est pas des beatmakers ou des je sais pas quoi, des sondiers, on fait de la musique quoi. Donc n'oublions pas qu'il y a quand même un bagage, le musicien, c'est un mec qui a passé des heures à répéter son instrument, pas oublier ce truc-là quoi. Mais encore une fois, la théorie musicale, c'est pas ça, ça va juste te donner des points de référence pour savoir quoi faire dans quelle situation, pour t'aider à te situer là où tu en es dans la musique. Une autre astuce, qui n'est pas vraiment une astuce, qui est plus de l'organisation, mais pense à sauvegarder des copies de tes titres. Surtout au moment où tu vas faire un gros move d'arrangement. Typiquement, oh, cette section-là, je vais l'enlever, machin. Oh, eh ben, pense à faire une alternative de projet, par exemple dans Logic, ou à le sauvegarder sous un autre nom, type machin, alternative, sans break, ou je sais pas quoi, tiret, machin, version 10 000. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est vachement important parce que tu n'es pas à l'abri, typiquement, tu vas réécouter une version, tu vas dire, ah mais en fait c'était beaucoup mieux, ou si tu bosses par exemple avec des clients, moi ça m'arrive de temps en temps, notamment sur les sons RTL, ah mais en fait tu peux nous retrouver telle version de ce truc, et heureusement que je l'ai sauvegardé, parce que sinon c'est impossible à retrouver. Faut penser à ça surtout au moment où tu vas faire un gros move. Je te dis pas de faire des alternatives sans arrêt, mais si tu veux faire une nouvelle fin, si tu as changé l'intro, si tu as changé des choses vraiment essentielles sur la structure notamment, crée une alternative de projet ou sauvegarde-le sous un autre nom. Crois-moi, ça va bien te sauver la donne. Une autre astuce, c'est de penser à s'arrêter avant de s'embourber. Je te parle même pas de faire une pause, je te dis d'arrêter ce que tu fais, d'arrêter le projet et de passer à un autre. Tout simplement parce que toutes les idées et tous les titres ne se valent pas. Et si tu sens que c'est poussif, si tu sens que ton idée était là, je pense qu'il faut avoir le recul et suffisamment d'expérience pour te dire c'est pas ce qui me ressemble, c'est pas ce que je veux faire, donc ciao, je le dégage. Voilà, c'est important, pense à arrêter et à refaire un autre projet si tu sens que tu t'embourbes. C'est pas grave, faut pas être trop attaché à tes idées et dans le pire des cas, tu peux toujours revenir dessus dans un an, dans 6 mois, dans 2 semaines, peu importe. Peut-être que tu auras une nouvelle idée qui va vraiment matcher avec, mais si tu sens que tu t'embourbes, ça sert à rien de se faire violence à un moment. La musique, c'est là pour être fun, donc faut passer à autre chose. L'inverse de ce que je viens de te dire, c'est de penser à terminer tes musiques. Évidemment, tu peux pas toutes les terminer, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des titres qui sont terminés à 90-95%. Et en fait, il manque quasiment rien pour qu'ils soient finalisés et pour qu'ils puissent les sortir pour passer à autre chose. Et crois-moi, des titres comme ça, j'en ai un paquet aussi sur mon disque dur. N'empêche que beaucoup de gens comme ça ont des super chansons, des super musiques qui ne sortent jamais parce qu'il leur manque, soi-disant, ces 5%, ces 10% de mixage, de son, de surcouche, de polish et compagnie. Mais à un moment, c'est à toi de décider que ta musique est terminée et que tu as le droit de passer à autre chose. Tu as le droit de décider que ta musique est terminée. Je te le répète encore une fois. Tu as le droit de décider que ta musique est terminée. Il n'y a que toi qui sois maître à bord de ton bateau musical. Donc n'aie pas peur, c'est pas grave et ça va bien se passer. De toute façon, tu vas pas arrêter de faire de la musique. Après ce titre-là, ce sera pas le titre qui va révolutionner ta vie. C'est juste un titre de plus à mettre à ton catalogue. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et après, tu verras bien ce qui se passe avec ton son. Terminer ces musiques, c'est vraiment le meilleur moyen de progresser. Et ça, je l'invente pas, hein. Alors n'oublie pas qu'en tant que producteur de musique, que musicien home studio, tu es au service d'une cause supérieure, celle de la musique. Alors si tu travailles avec des gens, en plus c'est la musique des autres gens, de tes clients et compagnie, mais dans tous les cas, tu es au service de la musique d'une chanson, d'un titre précis. C'est-à-dire que l'idée, évidemment qu'il faut savoir se faire plaisir, mais l'idée c'est pas de faire une démonstration de ce que tu es capable de faire. J'ai bientôt fini, Loulou. Tu es au service d'une musique en particulier, et donc ce qui est important c'est d'avoir cette vision d'ensemble de la musique, le rôle de chef d'orchestre, mais tes compétences, elles sont là au service d'un titre en particulier, au service d'une musique, que ce soit la tienne ou celle des autres, vraiment, j'insiste. Ça ne sert à rien de te dire, je vais faire la démonstration de ce que je sais faire, je vais machin, si ça ne sert pas la musique, si ça ne sert pas le propos, si c'est pas cohérent, c'est pas raccord avec la zik, c'est vraiment important. Et d'autant plus si tu bosses avec des clients, tu es quelqu'un qui est au service
d'un client qui est au service d'une demande. Tu te dois en tant que professionnel de te mettre au service de ça. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir et tout, mais tu es au service d'une vision à laquelle tu prends part, mais qui n'est pas forcément la tienne à la base. Il faut avoir suffisamment de bagages et en même temps d'humilité pour être capable de mettre de côté peut-être ton ego ou toutes les idées que tu as, pour te dire attends, mais ça correspond pas du tout au délire du projet. Tu auras d'autres opportunités, des musiques, il y en a plein à faire, tu auras d'autres opportunités d'exploiter d'autres idées, d'exploiter d'autres techniques. Allez, une dernière astuce, évidemment, c'est de penser à kiffer, à prendre ton pied. Alors, ça peut paraître un petit peu galvaudé de dire ça, n'empêche que c'est important. On passe notre vie devant un écran, un peu tout seul, machin. Ça peut rendre un peu zinzin, mine de rien. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, à la base, pourquoi on fait de la musique. C'est aussi parce que ça nous fait vibrer. On kiffe peut-être jouer d'un instrument, on kiffe créer quelque chose. Et il ne faut vraiment pas perdre de vue ça, même si on passe par des phases hyper rébarbatives, type mix, réglage, type se casser le crâne pour trouver le bon son, le bon truc, la bonne idée et tout. N'empêche que si on perd cette notion de plaisir, ça sert à rien de le faire. Même si c'est ton métier et tout, tu le fais aussi parce que c'est une passion, tu le fais pas pour t'emmerder avec des projets qui te plaisent pas ou avec des grosses prises de tête qui sont là juste pour te bouffer l'esprit et qui te font pas avancer toi en tant qu'humain. C'est vachement important, je pense quand même, de pas perdre ça de vue, et donc rester un petit peu dans le fun, comme dirait Étienne Tremblay et tous ses cousins. Je fais assez mal l'accent québécois. Mais rester comme ça dans cette notion de plaisir, c'est quand même vachement important. Et je crois que c'est une bonne manière de conclure cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus concis possible, mais c'est tellement vaste, on pourrait en parler pendant des centaines d'heures. Si tu veux aller plus loin, je t'invite d'ailleurs à accéder à l'atelier gratuit que je t'offre en description de cette vidéo. Et si tu veux continuer à discuter production, tu peux regarder cette vidéo. Fais plein de musique. Ciao.